Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de Le Roi de l'Histoire. Et puis, comme je vous l'avais annoncé, donc c'est le deuxième format en fait qu'on va faire ce soir. C'est le format avec un invité. L'invité, c'est Théo Jam, Bonjour, monsieur. que je suis très heureux d'accueillir ce soir. Donc Théo est doctorant en histoire du droit à l'Université de Montpellier. Et il travaille sur les croisades. Donc les États latins. Bon, il aura l'occasion Oui. de préciser un petit peu tout cela assez rapidement. Donc l'idée, c'est voilà, que Mhm. Théo nous parle un petit peu de ses recherches et puis qu'on aborde avec Mhm. lui les différents thèmes qui sont liés à ses recherches. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions pour compléter ce que va dire Théo, les échanges qu'on va avoir. Je lui poserai bien évidemment les questions qui apparaîtront dans le stream. Alors peut-être pour commencer, histoire de lancer une première question, Théo, est-ce que vous pouvez rappeler ce que sont les croisades, justement? D'accord. Alors, bonne question, monsieur. Les croisades, qu'est-ce que sont les croisades? Avant tout, voilà, c'est un voyage. Le terme de croisade en lui-même est assez récent, hein. À la base, on parlait de voyage vers Jérusalem. Je vous épargnerai la version latine. Donc, ce sont des expéditions militaires, qui sont demandées et lancées par le pape à partir de la fin du XIe siècle, et qui vont se suivre, dans différentes formes. Parfois, elles n'auront pas le nom même de croisade, mais on leur donnera les bénéfices juridiques que la croisade prévoit. Et donc, les premières à se lancer, c'est celles de 1095-1096, vers la Palestine et vers les lieux saints, les lieux de terre sainte pour la foi chrétienne. D'accord. Et donc ces croisades vont se traduire par des conquêtes. Les croisés vont réussir à mettre la main Mm. sur Jérusalem et sur un certain nombre d'États qui sont donc les États latins d'Orient. Vous C'est pouvez nous en dire un petit peu plus? tout à fait. Alors, après un périple de plusieurs milliers de kilomètres, entre les lieux d'Occident d'où partent les différentes premières colonnes de la croisade, on a une arrivée, voilà, vers 1098 à Antioche, où c'est la deuxième place forte qui va être prise par les croisés. Le premier État latin va être fondé, voilà, dans la même année, à la ville d'Édesse, qui sera le premier État latin d'Orient à être fondé, par Baudouin de Boulogne, qui est un des grands noms de la première croisade, fondant donc ce premier État latin. Va suivre donc Antioche à sa chute, qui fondera la principauté d'Antioche avec Bohémond de Tarente. Et en 1099, après bien des efforts, parce qu'il faut se dire que il y a les bandes musulmanes de la contrée qui vont harceler les croisés, il y a le manque de vivres, d'armes, de chevaux, qui vont ralentir les troupes chrétiennes. Et arrivé, voilà, à l'été 1099, devant Jérusalem, la ville va être prise après l'arrivée d'une flotte italienne qui va amener bois pour le siège. Et la cité va être prise, et à sa prise, le royaume de Jérusalem est proclamé. Un peu après, on va avoir le comté de Tripoli qui sera fondé par Raymond de Saint-Gilles, mais dans une moindre mesure déjà. D'accord. Et donc il y aura plusieurs États latins sur la base du royaume de Voilà, Jérusalem. tout à fait. Le royaume de Jérusalem va avoir une certaine forme de prédominance, parce qu'à partir de 1100, 1101, Baudouin de Boulogne va revenir d'Édesse et va prendre la couronne de roi de Jérusalem, que n'avait pas voulu son frère Godefroy de Bouillon. Et après plusieurs épisodes juridiques, de relations dans la plus pure tradition féodale, il va pouvoir étendre sa suzeraineté, déjà sur le comté d'Édesse qu'il possédait déjà, puis sur le comté de Tripoli, et dans une moindre mesure sur la principauté d'Antioche, dont l'histoire va être comment dire, clairsemée de problèmes vis-à-vis des princes et de la succession des princes. Donc on va avoir déjà un semblant de suzeraineté de ce royaume de Jérusalem sur les différents États latins d'Orient.
D'accord. Quand ils s'installent en Palestine et puis En Syrie, Syrie. donc essentiellement, ils rencontrent qui Alors, c'est une question assez complexe parce que on est dans voilà, à la fin du XIe siècle, la présence, on va dire, géopolitique de la région, c'est l'éclatement total. Euh, jusqu'à jusqu'à peu, le califat abbasside de Bagdad régnait sur la plupart des régions de la Palestine, de la Syrie. Puis, durant la deuxième moitié du XIe siècle, on a voilà, une forte armée venue des steppes d'Asie centrale, les Turcs seldjoukides, qui viennent et qui vont reprendre la région au nom voilà, de la religion. Ce sont des détails théologiques assez durs, assez lourds, donc je les épargnerai ici. Après cette prise, cette conquête seldjoukide, en fait, l'empire en lui-même va mourir plus ou moins à la mort du quatrième sultan, parce que c'est un sultan qui dirige l'empire seldjoukide. Le- L'État va un peu éclater, hein, les différents princes et oncles, etc., vont se tailler des émirats un peu à droite à gauche. Et il faut aussi compter, c'est pour ça que c'est compliqué, il faut compter sur la présence fatimide. Ce sont d'autres musulmans qui règnent, eux, sur un autre califat vers l'Égypte, autour du Caire et d'Alexandrie, qui, eux, avaient un peu repris la Palestine à l'arrivée des croisades. Et à l'arrivée des croisés, ce ne sont plus des Turcs seldjoukides qui contrôlent la zone, ce sont voilà, des Arabes fatimides bédouins, parce que la plupart d'eux viennent du Maghreb, qui contrôlent la zone. En comptant aussi donc tous ces acteurs, ça fait beaucoup de gens. C'est un des facteurs de réussite de la croisade, hein, c'est l'éclatement politique de la région et aussi l'antagonisme religieux entre les différentes factions de l'islam qui ont permis aux croisés vraiment de s'établir et déjà de traverser la région. Les croisés, donc les croisades, elles sont prêchées en France. Hmm. Bon, si on peut parler de France à l'époque, Voilà, hein, mais oui. bon, c'est prêché en effet dans ce qui correspond à la France aujourd'hui. Ce sont des Français du coup qui partent? Alors, comme vous l'avez dit, on ne peut pas vraiment encore voilà, parler d'identité française à l'époque. On va parler plutôt d'identité régionale. On a principalement quatre grandes colonnes de la croisade qui vont partir et qui vont diriger cette expédition. Et dedans, on trouve de tout. On a une expédition qui va donc s'installer à Tarente, pardon, à Antioche avec Bohémond de Tarente, qui sont des Normands qui viennent principalement de Sicile. La Sicile est un royaume, et le sud de l'Italie est un royaume normand depuis la 1063 à peu près, qui a été repris sur les musulmans. On a une colonne, on va dire, française, avec Hugues de Vermandois, le frère du roi de France, Philippe Ier, qui rassemble la chevalerie champenoise et française. On a la colonne de Godefroy de Bouillon. Là, c'est du français, de l'allemand, du flamand. C'est tout ce qu'on pouvait retrouver un peu dans les terres de Basse-Lotharingie, dont Godefroy de Bouillon était le seigneur. Et enfin, on a voilà, les Provençaux et Languedociens de, du seigneur de Raymond de Saint-Gilles, voilà, qui regroupe aussi quelques Italiens, et parfois on a des flottes italiennes qui viennent aider. Donc c'est vraiment un mélange, on va dire, d'origine géographique qui se retrouve dans les différents États latins, même si, bien entendu, hein, on a des concentrations un peu plus fortes, hein. Le royaume de Jérusalem, voilà, ça va être plus le nord de l'Europe, euh, France et Allemagne, Flandre. Le comté de Tripoli, c'est du Languedocien, hein, on l'appelle la Provence du Liban. Et Antioche, c'est un territoire normand. D'accord. Saint-Gilles, c'est Saint-Gilles-du-Gard, hein, bon, Oui, sachant tout qu'on à est à fait. Nîmes, c'est des C'est voisins donc. le marquis de Saint-Gilles, voilà. D'accord. Alors, une fois qu'ils se sont installés, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils s'organisent? Ils ramènent un petit peu les modèles européens? Tout à fait. Étant donné que c'est le modèle politique qu'ils connaissent, ça va être la base des différents États latins d'Orient, hein. Alors là, avec bien sûr
différences en fonction de leur terre d'origine. Par exemple, la principauté d'Antioche va, on va dire, bénéficier du modèle un peu plus centralisé de style normand, comme dans le duché de Normandie, qui va regrouper voilà, une centralité du pouvoir autour du prince d'Antioche. Dans une autre mesure, déjà, le royaume de Jérusalem, autour du roi de Jérusalem, va bénéficier aussi dans les premières années de son existence de cette force du pouvoir royal, contrairement à ce qu'on peut retrouver à la même époque en France. Pour ce qui est après voilà, des deux autres petits comtés, c'est des seigneuries sur le même modèle qu'on peut retrouver en Occident à l'époque, avec à chaque fois voilà, par-ci par-là des particularités sur le régime du service féodal, sur le modèle de la conquête. Et ensuite, il faut gérer tous les vrais particularismes locaux avec des communautés italiennes qui ont des quartiers entiers dans certaines villes, la présence des ordres militaires, les communautés indigènes, parce que comment dire, le plus gros problème de ces États et des croisés, généralement, c'est le manque de main-d'œuvre, en somme, le manque de soldats, le manque de population franque, parce qu'on a eu des croisades de suite vers 1101 qui sont passées par l'Anatolie, mais elles ont toutes échoué. Et on parle d'à peu près 100 000 personnes qui ont perdu la vie dans cette entreprise. Et c'est une masse démographique qui a extrêmement fait défaut aux croisés, ce qui les a obligés à généralement voilà, se concentrer autour des villes, des châteaux. Et c'est une des grandes causes de l'échec un peu de ces États latins. D'accord. Docteur Yarty nous demande si Provençal le Gaulois était présent dans les États latins. Je ne suis pas certain que vous l'ayez rencontré dans les actes, hein. Malheureusement, les compagnons du roi Arthur n'y étaient pas. Alors, sans qu'il soit présent, est-ce que justement tout cet imaginaire arthurien, c'est quelque chose qui a pu jouer sur une espèce de chevalier idéal Je Pas forcément l'idéal arthurien, parce que l'idéal arthurien, c'est vraiment à partir de Chrétien de Troyes, et ce sont des périodes déjà assez antérieures par rapport aux croisades. Donc c'est plus ce qui a favorisé plutôt les croisades et tout ça, c'est le mouvement de la papauté de l'époque, lié à la réforme grégorienne, à l'affirmation du pouvoir du pape, et aussi les différents mouvements de paix de Dieu, de trêve de Dieu, qui ont aussi amené le chevalier à s'engager pour la foi et à aller combattre pour les terres du Christ en somme. la paix de Dieu, la trêve de Dieu, vous pouvez rappeler ce que Oui. c'est? Alors la paix de Dieu, c'est le fait de comment dire d'interdire le combat sur certaines périodes de l'année, et la trêve de Dieu, c'est le contraire. Voilà, merci. La paix de Dieu, c'est le fait d'interdire l'attaque sur de certaines personnes, les ecclésiastiques, les marchands, les paysans. Et la trêve de Dieu, ce sont voilà, les périodes liturgiques où on n'a pas le droit de combattre. Donc Pâques, Noël. Pâques, Noël, le dimanche. Ce qui fait que voilà, c'est pour vraiment restreindre les problématiques de l'ordre féodal où on avait voilà, ces guerres privées, ces seigneurs qui voulaient étendre leur domination et leur pouvoir sur des zones territoriales. Alors une question un peu difficile, parce que ça fait 2 fois que vous employez le terme, et je pense que c'est pas mal de le développer un Oui. petit peu. Vous parlez d'ordre féodal, vous pouvez rappeler ce Oui. que c'est? Alors, l'ordre féodal, la société féodale, c'est le système politique, c'est le système de société qui avait cours en France et en Europe occidentale, à partir je pense, on peut dire à partir du Xe siècle, et qui a couru jusqu'au XIIe siècle. Alors, c'est une société où les hommes sont liés d'abord entre eux, c'est une relation personnelle, de relations personnelles entre deux hommes, de protection. Et petit à petit, ça s'étend à la propriété privée, à l'organisation aussi de l'État public. Le roi va en quelque sorte déléguer les pouvoirs qu'il exerce en général, les pouvoirs, qu'on appelle les pouvoirs régaliens, à ses seigneurs, et ça va créer voilà, une certaine hiérarchisation à travers la pyramide des relations personnelles. On va avoir une hiérarchisation des terres et une gestion de la société au niveau local, plus que de façon globale, avec un État centralisé. Donc du coup, ouais, c'est une solution alternative à l'État en fait, hein. C'est quelque chose qui va se développer au moment de l'affaiblissement de Voilà, l'État. c'est après
ce qu'on appelle le chassé-croisé de la dynastie des Carolingiens, les héritiers de Charlemagne, Charlemagne, ouais. et les Robertiens, c'est-à-dire les ancêtres d'Hugues Capet et de tous nos rois au XIIe et XIIIe siècle, le pouvoir royal va énormément s'affaiblir en fait pour réussir à garder la couronne, pour s'allier des puissants. Et en fait, le pouvoir va passer du roi des Francs de l'époque, vers les hauts princes, les grands princes territoriaux du royaume franc. Ce qui va permettre en fait voilà, cette transition du pouvoir petit à petit, hein, parce que les hauts princes territoriaux font pareil avec ce qu'on appelle leurs vassaux, les hommes qui leur sont liés personnellement, et on va avoir cette hiérarchisation du pouvoir, puis des terres. D'accord. On va revenir sur les croisades. Arrobas Oui. 10 nous dit les Byzantins ont eu un grand rôle un gros rôle pendant la Hmm. première croisade. Alors, c'est tout relatif, on va dire. Malheureusement, l'empereur de Byzance, hein, le Basileus, était venu lors d'un concile quelques années avant le concile de Clermont pour inciter le pape à demander aux chevaliers d'aller se battre pour lui en tant que mercenaire en Orient. Ouais, il faut dire que Byzance, donc Voilà, l'ancienne Byzance, Constantinople, donc actuellement Istanbul, voilà, les restes de l'Empire c'est romain ça. d'Orient étaient assiégés par les Voilà, musulmans, quoi. parce que avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'arrivée des Turcs seldjoukides, ces Turcs se sont lancés à un moment vers l'Empire byzantin, en actuelle Turquie, et on a cette bataille de Manzikert en 1071, où c'est une grande défaite pour l'Empire byzantin, et donc l'Empire est gravement en danger, il perd l'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, hein, et il ne se retrouve limité à voilà, actuelle Istanbul, Constantinople, et la Grèce, la Thrace et le Péloponnèse. Donc il a un fort besoin de troupes, il a l'argent, mais il n'a pas de soldats en fait. Donc ils invitent, ils encouragent les Occidentaux à venir combattre sous ces bannières. Et le problème, c'est que quand l'empereur voit arriver les croisés, ben, il pense qu'ils viennent se mettre à son service pour reprendre les terres. Donc il les oblige à prêter serment, ce qui a été difficile pour certains croisés, ce qui s'est fait au final. Sauf que, arrivé au moment où les croisés sont assiégés dans Antioche, le Basileus, venant pour les retrouver et pour récupérer les terres, euh, face à l'armée turque qui arrive en même temps, il fait chemin inverse. Donc pour les Francs, c'est une perte du lien et du serment qu'ils avaient prêté au nom du droit féodal. Donc au final, malheureusement, l'Empire byzantin, son rôle, bon, il y a déjà une aide, certes, pour traverser le Bosphore, hein, le bras entre Turquie et Grèce, euh, un peu voilà, de guidage avec des guides, etc. Mais au final, les croisades surtout la première croisade, sont vraiment une entreprise franque. Les Roums, le Byzance, a joué un rôle, selon moi, d'autres peut-être ne seraient pas d'accord, mais selon moi, ils ont joué pour la première croisade un rôle secondaire, presque. D'accord. Et alors, on a parlé pas mal de la première croisade, Mm. bon, bah, il y en a plusieurs, des croisades. Oui, il y en a plusieurs. Alors, pour parler voilà, des croisades vers la Terre Sainte, vers la Palestine et la Syrie, en parlant de ce qu'on appelle les grandes croisades, en tout et pour tout, il y en a eu 8 ou 9 qui ont eu des résultats et des conséquences fort diverses, on va dire. Alors, il y a la deuxième croisade qui clairement n'a servi à rien, voilà, malheureusement, à tel point C'est celle où que il y avait Louis VII, voilà, Aliénor c'est d'Aquitaine. Louis VII, Aliénor d'Aquitaine, Conrad III, qui est mort en route, voilà, la croisade allemande du Saint-Empire romain germanique, qui n'a rien fait quasiment, qui s'est juste émietté au fur et à mesure du chemin. La croisade de Louis VII, qui n'a rien fait non plus, à part, voilà, ils n'ont pas aidé Raymond de Poitiers, l'actuel régent d'Antioche, qui était le cousin d'Aliénor d'Aquitaine. Et puis il a un peu perdu sa femme, hein, dans l'affaire. Il a beaucoup perdu sa femme. Déjà, il y avait des doutes de fidélité d'Aliénor par rapport à Raymond de Poitiers. Enfin, voilà, c'est les méridionaux. Bon, le pauvre Louis VII, hein, on ne l'avait pas préparé à ça. Et au final, à tel point, l'inutilité, c'est que le seul acte militaire qu'il ait fait, c'est après être arrivé à Jérusalem, ils ont tenté d'attaquer Damas, qui étaient des alliés ou des neutres à l'époque.
Et tout ce qu'ils ont fait, c'est ramener des prunes. C'est pour ça que maintenant on dit, c'est l'expression, y aller pour des prunes. D'accord. Voilà. Ah ouais, voilà. Après, vous Euh, avez ouais, après, il y a eu la croisade des rois. voilà, La troisième avec croisade, Vestard, là. là, c'est le gratin. On a le saint empereur romain germanique Frédéric Barberousse qui part d'Allemagne avec 100 000 hommes et qui est vaincu par un fleuve. Oui, qui Voilà, meurt noyé. oui, une noyade. Il Voilà. finira dans un baril de vinaigre pour arriver jusqu'à Jérusalem grâce à un de ses Ouais. fils. Mais de 100 000 hommes, on passe à. Je ne sais même pas s'il y en a 2000 qui ont atteint Acre qui était assiégé. On a Philippe Auguste, le grand roi de France, avec à ses côtés Richard Cœur de Lion, Richard Ier d'Angleterre, qui eux vont réussir donc, à reprendre Acre, qui était assiégé par les forces franques de Terre Sainte. Mais bon, comment dire, malgré, ben, ce sont des stars, comme vous l'avez dit, donc les disputes entre Capétiens et Plantagenets, hein, des personnes qui depuis déjà des décennies se font la guerre, malgré, on va dire, l'amitié un peu initiale entre les deux souverains, on a très vite un conflit qui se crée déjà pour savoir qui doit reprendre les rênes du royaume, puis après la prise d'Acre, tout simplement, Philippe Auguste va repartir. Il va laisser son armée sur place pour une certaine durée qui est prévue. Ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu réhabiliter. Philippe Auguste, il n'est pas juste parti comme ça, voilà, en laissant peut-être la piétaille. Non, non. Il a laissé vraiment son armée avec chevaliers, soldats, avec le duc de Bourgogne à leur tête. Il est parti, lui et sa suite, en somme, pour d'autres affaires plus intéressantes, la reprise des terres en France. Oui, pour Voilà. aller attaquer Richard qui était en Palestine, Voilà. quoi. Ouais. Oui, bon, on jugera Oui, le de début du ça. règne de Philippe Auguste n'est pas le plus glorieux. Oui, et puis ensuite, il y en a eu d'autres au XIIIe siècle, hein. Voilà, il y en a eu d'autres au XIIIe siècle, en particulier la quatrième croisade, qui est, selon moi, la pire de toutes, hein, une croisade qui est déviée de sa route vers Jérusalem et qui, au final, arrive à Constantinople, qui prend Constantinople, qui pille la ville À la et demande des Vénitiens. voilà, c'est Ouais. la demande des Vénitiens, hein, parce que les croisés, en commençant la croisade, avaient donc passé un contrat avec Venise pour voilà, le transport des hommes, du matériel. Sauf qu'à l'arrivée, en fait, ils n'avaient pas amené assez de personnel pour combler voilà, les transports et pour payer en somme voilà, le contrat. Et donc, les Vénitiens ont commencé par demander à ce que les croisés les aident après à prendre la ville de Zara, ce qui était une ville chrétienne. Donc quand le pape Innocent III a appris que des troupes de croisade et de troupes chrétiennes avaient pris une ville chrétienne, il a excommunié tout le monde. Après, il s'est dit, bon, on va éviter d'excommunier les croisés, donc les croisés sont revenus, sauf qu'à ce moment-là, voilà, il y a l'empereur byzantin détrôné qui vient leur demander leur aide, ça intéresse les Vénitiens, qui amènent l'expédition vers Constantinople, et au final, la suite, voilà, prise de Constantinople et fin, on va dire un peu temporaire de l'Empire, qui sera un peu rétabli quelques temps après, mais c'est vraiment un coup phénoménal pour l'Empire qui s'en relèvera jamais. Oui. Et les dernières croisades sont plus compliquées, hein. Et plus ou moins, elles sont, on va dire, peut-être un peu plus anecdotiques. On a la cinquième et la sixième croisade, qui sont des croisades un peu plus personnelles. La cinquième est dirigée par l'archiduc d'Autriche et le roi de Hongrie. Ils font rien. La sixième croisade est celle qui a peut-être hein, meilleur impact, c'est celle de l'empereur germanique Frédéric II, qui réussit par des voies diplomatiques à reprendre Jérusalem, qui sera perdue un peu après. Et la septième et la huitième, ce sont des croisades de Saint-Louis, les deux avec un résultat quasi inexistant. Sachant que la deuxième, il va même pas en Terre Voilà, Sainte, il va hein. même pas à Ouais. Intersainte, il s'arrête à Tunis et il y meurt. Hmm. Et on parle d'une neuvième, c'est l'expédition d'Édouard II d'Angleterre, mais bon, on vous donne le titre on vous permet de siéger au conseil, mais on vous donne pas le titre de maître. Voilà. D'accord. Le terme croisade, il a été employé pour d'autres expéditions, pas simplement en Terre Sainte, hein. Tout à fait. Alors, principalement, on a des croisades. Il y a certaines croisades sporadiques hein, qui s'envoient voilà, par les Balkans, des diverses expéditions comment dire, d'aventuriers voilà, qui sont très anecdotiques. Plus importantes, on a les croisades baltes,
qui sont des différentes expéditions qui sont menées principalement par les féodaux du Saint-Empire romain germanique, par l'ordre des chevaliers teutoniques, par le royaume de Suède aussi, qui ont pour but de christianiser la côte de la mer Baltique vers l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, où à l'époque, au XIIe et même encore au XIIIe siècle, voilà, on avait les derniers foyers européens de paganisme, avec entre autres l'ethnie des Prussiens, les Lituaniens qui étaient encore fortement paganisés. Et donc ce sont diverses entreprises, on va dire surtout locales. On n'a pas vraiment de vagues comme les grandes croisades. Là, ce sont vraiment des vœux de croisade qui sont prêtés par divers personnages, souvent locaux, euh, des nobles d'Angleterre, de France, qui vont combattre dans ces régions où c'est surtout voilà l'ordre teutonique qui va s'implanter et créer les États teutoniques qui plus tard permettront d'être la base du royaume de Prusse et en plus encore plus tard de l'Empire allemand et de l'Allemagne moderne. Enfin, l'élément qui porte le nom de croisade le plus tardif, c'est au XVe siècle, ce sont les croisades hussites, où ce sont l'Église catholique et les féodaux du Saint-Empire romain germanique qui vont aller combattre l'hérésie hussite, qui est voilà, un courant religieux comme il y a eu un peu avant, divergent de la parole de Rome et qui voilà, se trouvait en Bohême et qui nous rappelle l'une des croisades qui nous, hein, le meilleur pour la fin, qui nous concerne le plus, ce sont les croisades albigeoises qui ont eu lieu au début du XIIIe siècle et qui ont voilà, été des croisades surtout des seigneurs du nord de la France contre les seigneurs du sud qui avaient tendance à un peu trop renier leur obédience envers Rome, principalement les comtes de Toulouse, et ce qui a amené en 1210 le pape Innocent III à voilà, décréter la croisade contre ces territoires, avec des conséquences assez désastreuses, hein, comme la prise de Béziers et le massacre entier de sa population, avec voilà, comment dire, la proposition systématique aux différents cathares, hein, le catharisme qui est un mouvement chrétien qui reste, on va dire, dans la ligne du christianisme, mais pas dans la même liturgique que le catholisme nicéen, qui a été établi à partir du concile de Nicée par l'empereur romain Constantin. Et donc, on a voilà, cette purge dans le sud de la France et la récupération de beaucoup de terres par des seigneurs du nord de la France et, in fine, par le roi de France lui-même. Oui. Les Cathares, donc, qui ont pas mal marqué dans la région, Oui, un petit peu plus avec, à l'est, avec mais bon, qui reste encore voilà, très présent avec de magnifiques ruines encore de châteaux cathares, hein, qui dans sont l'Aude et dans l'Ariège voilà, notamment. Ouais. de magnifiques nids d'aigle. Hein. Le château de Montségur est vraiment quelque chose à aller visiter et à faire la Ouais, balade. Quéribus, puis Mm. Lorentz, puis Pérepertus, hein, Voilà. etc. D'accord. Si on revient un petit peu sur la Terre Sainte, il y a Oui, quelque chose que vous avez abordé rapidement tout à l'heure, c'était la question des ordres militaires. Et alors, oui. parmi les ordres militaires, il y en a Alors, un qui est particulièrement fameux, bien sûr. les, Difficile de ne pas poser la question, c'est les Templiers. Vous pouvez les parler un petit peu des Templiers? Templiers, on n'a jamais vu plus grande célébrité que les Templiers. Hein, dans n'importe quelle manifestation médiévale, de nos jours, on retrouvera le costume de Templier, voilà, une cape blanche avec son iconique croix rouge. Alors l'ordre du Temple, initialement, voilà, ce sont un petit groupe de chevaliers de la première croisade, des chevaliers de Champagne, qui ont décidé voilà, de se mettre au service des pèlerins et d'assurer une protection des pèlerins sur les routes de Jérusalem. Et au fur et à mesure, l'organisation, hein, qui à la base s'appelait l'organisation des pauvres chevaliers du Christ, va s'organiser, se hiérarchiser. Le roi de Jérusalem, Baudouin II, va les reconnaître. Ils vont avoir des soutiens en Europe. Le pape, à l'occasion du Concile de Troyes, va pouvoir reconnaître officiellement cet ordre voilà, comme un ordre monastique, mais avec une règle particulière, bien qu'issus de la règle de Saint-Benoît, ils ont comment dire, on a une séparation dans ces divers ordres militaires. Généralement, on a d'un côté des frères prieurs, qui sont voilà, des moines comme on peut retrouver dans les autres ordres réguliers. Et après, on a des frères chevaliers qui, eux, prêtent les vœux des moines,
mais ont un régime voilà, aménagé. Certaines privations de nourriture sont, voilà, sont enlevées, la régularité de certaines prières n'est pas les mêmes, et donc cet ordre du temple va se voir au fur et à mesure du temps, va se voir confier en Europe des terres qui vont lui permettre de se financer en Terre Sainte, où on va lui confier énormément de châteaux, de places fortes qui vont pouvoir En France, défendre. donc. Alors, en France, on a des différentes voilà, châteaux et commanderies qui vont permettre de recruter des soldats pour la Terre Sainte. Mais surtout, en Terre Sainte, en fait, les différents châteaux vont être confiés aux Templiers parce que ça permet au roi, en fait, d'avoir une défense organisée, mais sans avoir, en fait, à la payer. Donc, c'est extrêmement intéressant pour le royaume de Jérusalem qui va pouvoir bénéficier d'une armée régulière sur place sans la payer, en fait. Bien sûr, elle aura son mot à dire, hein, les grands maîtres de l'ordre du temple auront leur mot à dire dans la politique du royaume, mais c'est un avantage et ça, pour le royaume parce que ça vous donne une armée régulière, protection des terres et aussi une force organisée et extrêmement efficace. Et pourquoi le temple? Pourquoi les chevaliers du temple? Alors, parce que à l'origine, à la création de l'ordre, le roi de Jérusalem leur a confié une partie du palais de Jérusalem qui avait le nom de temple, qui était issu de l'ancien temple de Salomon et qui a donné son nom à l'ordre du temple. D'accord. Les Templiers, ils ont la réputation d'avoir été très riches. C'est dû à ces dons, justement. Principalement et uniquement, c'est en grande partie parce qu'ils reçoivent énormément de dons de terre. Au plus fort, on a un roi d'Aragon qui voulait leur céder son royaume. Ce n'est pas rien, on l'a arrêté très vite. Mais voilà, l'ordre est présent sur tous les royaumes d'Europe. Voilà, du Portugal jusqu'en Écosse, on en retrouve en Norvège, et c'est voilà, c'est une organisation voilà, qui est connectée. Donc, le rassemblement de ces dons de terre, parfois d'argent aussi, dans l'entièreté de l'Europe, leur permet comment dire, de créer une colossale entreprise et une colossale richesse, mais qui est entièrement dédiée et convergée vers la Terre Sainte. On a deux questions de Oui. Dark Nyogobsur qui nous demande pourquoi tant d'engouement pour les Templiers. Pourquoi tant d'engouement pour les Templiers? C'est comment dire, c'est un mythe qui a été construit autour d'eux hein, à travers les âges, à travers les siècles. Déjà grâce à leur richesse initiale, grâce à la figure de chevalier, c'est un peu l'aboutissement presque d'un certain idéal de la Ouais, chevaleresque. mais c'était pas les seuls. Ce n'est pas les seuls, Les mais Hospitaliers, les Chevaliers Teutoniques. mais c'était au final, c'est eux qui ont réussi à se tailler un peu la part du lion, et ils ont bénéficié aussi comment dire, d'un soutien après de la doctrine, de l'imaginaire collectif. Ce sont les plus simples et les plus emblématiques à représenter, hein, un fond blanc avec une croix rouge. Pour finir aussi, c'est leur fin dramatique lors du procès de 1307 qui les fait entrer un peu dans la légende et avec la fin sur est-ce qu'il existe encore le trésor des Voilà, Templiers. on y arrive. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un trésor des Templiers? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un Alors, trésor des Templiers? on parle d'un trésor des Templiers parce que voilà, le temple était très riche. À la fin de la période de la présence franque en Terre Sainte, le temple se replie en Europe, va développer surtout une activité bancaire, où il a la capacité de faire beaucoup de prêts. Donc il va être le créancier d'énormément d'États, principalement déjà la France en premier lieu. Il va aussi accueillir dans ses locaux le Trésor de France. Donc on a autour de lui tout cet imaginaire de richesse. Et on se dit que après leur chute et leur procès, est-ce que quelque part ils n'auraient pas réussi à cacher, à laisser quelques montagnes d'or que Philippe le Bel n'aurait pas réussi à récupérer? Ce dont je doute fortement. Parce que dans ce cas, il faut aussi accréditer la thèse du trésor nazi. Mais bon,
ce sont des légendes qui permettent, je pense, de construire un imaginaire et un folklore et de justifier, pour l'époque aussi, la chute de l'ordre. Alors justement, si on revient un petit peu sur la chute de l'ordre, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi Philippe le Bel s'en est pris à l'ordre? Alors, il faut se dire que l'ordre templier et tous les ordres militaires, vous avez dit, voilà, on a l'ordre des hospitaliers, les teutoniques, en Espagne, il y a l'ordre de Santiago, plein d'ordres militaires à partir du XIIe siècle qui se développent. C'est un ordre qui est, comme les ordres monastiques, qui est directement relié au pape. Et avec un statut d'ecclésiastique, il forme une sorte d'État dans l'État. Donc déjà, c'est un potentiel contre-pouvoir pour la puissance séculière qui est perçu à certains titres comme une menace. Donc la puissance séculière, la puissance Voilà, politique, la hein. puissance politique des laïcs, du roi de France, Mhm. et qui menacerait donc comment dire, la reconstruction de son pouvoir, voilà, à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Et aussi, comme on n'arrête pas de le dire, c'est une grande puissance de richesse. Voilà, l'ordre est riche. Donc, pour le roi de France, dont voilà, les finances sont un peu compliquées à cette époque, faire chuter l'ordre, ça lui permettrait de récupérer énormément de choses à sa chute. Principalement, ce qui va être développé pendant le procès, c'est le statut d'hérétique pour les Templiers. Comme ça, le roi de France n'aura pas à lui payer les dettes qu'il lui doit. À hérétique, on ne lui donne pas son dû. Donc, tout le procès qui va avoir lieu contre les Templiers entre 1307 et 1312, ça va permettre au final au roi de France de récupérer énormément de richesses pour financer voilà, les différents besoins de l'État, des campagnes en Flandre, différents besoins d'administration, justifiant voilà, ce procès, cette chute des Templiers. D'accord. Dark Obscur fait le parallèle avec, pour revenir sur Mm. le trésor des Templiers, avec la légende du Saint Graal, hein. En fait, ça fait partie de ces fantasmes qui sont caractéristiques de cette fin du Moyen Âge. Oui. Oui, parce qu'en plus, généralement, on a tendance à considérer et à dire que les Templiers étaient les gardiens du Saint Graal, relique qu'ils auraient retrouvée en Terre Sainte pendant voilà, la période des croisades. Bon, encore une fois, ce sont malheureusement des légendes, et peut-être potentiellement légendes qui ont été favorisées avec l'engouement et l'intérêt à partir du XIIIe, XIVe siècle pour la légende arthurienne. Donc on a là peut-être, ça y est, le lien qui peut se faire un peu entre croisade et légende arthurienne. D'accord. Alors justement, on parle d'engouement. Déjà, alors une question avant que je pose Oui, la mienne, Del Bulito qui demande si vous pouvez parler des assassins, des ah, Achachines. oui, la fameuse secte, oui. Alors il s'agit voilà, d'une secte d'assassins musulmans qui se trouvait en Terre Sainte, dans les régions un peu limitrophes, si je ne me trompe pas, de Damas, dans une forteresse secrète, et qui aurait donc œuvré pendant la période des croisades, tantôt un peu en alliance avec les croisés, comme je l'ai dit, le contexte géopolitique de l'islam à cette époque est très divisé, malgré des volontés d'unité de certains personnages. Et les assassins vont être voilà, un de ces groupes politiques qui vont œuvrer voilà, tantôt avec les francs, tantôt plus du côté musulman, mais c'est une secte. Donc, Alors c'est à une ce secte mais titre, qui attaquait des caravanes essentiellement, qui faisait des coups de force. oui, ou plutôt surtout de l'assassinat politique, voilà, des sultans seldoukides ou des califes voilà, abbassides ou de grands généraux. Voilà, ils n'avaient pas volé leur nom, c'était l'assassinat était Leur fonds de leur fonds de commerce. commerce, Ils oui, étaient tout à payés fait. pour ça. Ils Les pouvaient être francs les payés utilisaient. ou alors de leur propre chef, de leur propre volonté. Les dessins du vieil homme, le chef des Achachines, et elles sont parfois assez énigmatiques dans son rôle ou sa volonté comment dire, de s'immiscer dans la géopolitique voilà, du Proche-Orient à cette époque. On reste assez vague là-dessus Hmm. pour l'instant. D'accord. Alors,
Donc, vous parliez d'engouement tout à l'heure, hein, l'engouement pour les Templiers, etc., Mm. qui perdure d'ailleurs. Oui. Il y a un engouement pour le Moyen Âge. Et alors, justement, on va quitter un petit peu les croisades, à moins que je revienne juste sur les questions qui arrivent pendant que je pose la mienne. Donc, Dark Nurxure qui s'excuse pour la multitude des questions, mais il n'y a vraiment aucun souci et qui nous dit est-il vrai que le trésor des Templiers fut utilisé dans la guerre de 100 ans pour détourner l'attention des guerriers? Euh, Là, pour l'instant, dans mes lectures, j'ai jamais vu passer cette information. Ce serait une question potentiellement à creuser, mais pour l'instant, je pense pas. Non, ça n'a pas été utilisé en tout cas à ouais, ma j'en ai connaissance. jamais trop Mm. entendu parler non plus. Ouais. Et puis, Diamond Frost 66 nous dit que Conrad de Montferrat, roi de Jérusalem, avait été assassiné Oui, justement voilà. par les assassins donc. Une histoire un peu stupide. C'est vraiment pas de l'assassinat politique ou quoi que ce soit là. Il s'avère que Conrad de Montferrat avait retenu un bateau des Achachines dans le port de Tyr, si je ne me trompe pas, et ça n'a pas plu aux Achachines, et donc ils l'ont assassiné. Ah, Voilà, c'est tout. erreur politique. Voilà. Il fallait en rigoler pas trop avec les Voilà. Achachines, Ah hein, non. d'accord. Et Dark Obscur qui nous dit également que donc la recherche du Saint Graal aussi avait pu être utilisée, la quête du Saint Graal utilisée pendant la guerre de Cent Ans, si je comprends bien la question, pour détourner l'attention des guerriers, donc de l'armée adverse. Ouais, j'ai pas Pas trop que je entendu. sache, non. Vraiment, l'imaginaire autour des croisades, des Templiers, au début de la guerre de Cent Ans, il commence déjà à s'essouffler. On n'y prête vraiment plus attention, donc on rentre vraiment ici plutôt dans des affrontements quasi voilà, nationaux, des questions de, voilà, de succession, des problèmes de territoire entre la domination de la Guyenne, le commerce avec la Flandre. Donc c'est vraiment plus des problématiques vraiment, on peut dire, réelles qui touchent et qui concernent voilà, la période de la guerre de Cent Ans. Ouais. Après, bon, c'est vrai que la guerre de Cent Ans, ça a été aussi une guerre un peu de mercenaires, hein, et donc Oui, c'est possible que pendant les périodes de trêve où on sait que les mercenaires, les routiers, comme on ah les ça, appelait, ont pu se balader, c'est possible qu'ils aient oui, cherché voilà, le Saint Graal, le Saint bien Graal ou sûr, le oui, trésor des Templiers, c'est pas c'est exclu. pas exclu, hein. Ok, alors donc, en termes d'engouement du Moyen Âge, je crois que vous avez une passion, donc vous Oui, pourriez nous parler un petit peu? oui, depuis déjà quelques années, hein, j'ai rejoint une troupe d'évocation historique voilà, qui traite de la période sur laquelle je travaille, hein, à la, à la jonction entre 12e et 13e siècle. Donc voilà, pendant certaines périodes, des week-ends ou des jours au cours de l'année, je vais porter une tenue début 13e siècle et poser la tente avec divers camarades pour présenter à l'occasion de fêtes ou d'autres événements la Vidcante, une troupe de mercenaires au début du XIIIe siècle. Donc et en parallèle aussi, notre association, la compagnie Mercès, propose des cours d'escrime. Donc la quasi-totalité de nos membres apprennent à manier l'épée à la mode voilà, XIIIe siècle. Et voilà, nous présentons des combats chorégraphiés, un peu de combat libre, des affrontements sans préparation, hein, où on cherche juste à toucher l'adversaire pour faire des points. Et ça amène voilà, toute une ambiance médiévale pendant un week-end, en tenue d'époque, cousu à la main. Voilà. Donc, en soldat du début XIIIe siècle, donc époque Philippe Auguste, du Philippe coup. Auguste, Richard Cœur de Lion. Et alors, ils sont équipés comment, les soldats, à cette époque? C'est le soldat Alors, comme on l'imagine, avec l'armure, etc. Alors c'est plutôt à cette époque on commence à être un peu dans un tournant, mais l'équipement principal ça va être d'abord ce qu'on appelle le gambisson, qui est une veste, un vêtement hein, qui a manches longues et qui descend au niveau des genoux à peu près, et qui est rembourré de paille, de crin de cheval, et qui est l'armure de base du soldat de l'époque. Voilà, c'est un peu comme un dessus de lit, certains diraient. Et c'est voilà, c'est une protection melotonnée pour arrêter les principaux coups déjà. C'est vraiment la protection sommaire de base. Et surtout, on a de la cotte de maille. Alors voilà, la cotte de maille, hein, qui généralement on a le haut-bergeron qui est une protection complète, hein, qui est à manches longues pour l'époque, descendant quasiment jusqu'aux genoux,
avec une fente au niveau de l'aine, et qui peut, pour le bergeron, s'ajouter avec un élément qui va recouvrir la tête. La version plus courte, ce serait le haubert. Après, le problème, c'est que beaucoup d'auteurs ne sont pas d'accord sur les termes. C'est ça le problème. Donc on aurait le haubert où là, c'est sans la tête, on a juste voilà, la partie du corps avec les bras. La protection du haut de maille, c'est ce qu'on appelle le camail, voilà, qui va être une sorte de cagoule de cotte de maille. Et ensuite, le combattant va avoir potentiellement c'est encore à voir, mais ce qu'on appelle des spalières, des protections aux épaules, mais à l'époque, ce serait en bois. Et plus En tard, bois. en bois, oui. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est surtout généralement utilisé aussi potentiellement dans les tournois pour voilà, permettre de modéliser la touche. Mais oui, c'est du bois. On fait avec ce qu'on a à l'époque. Et au fur et à mesure du temps, on va avoir ce qu'on appelle voilà, les plaques d'armure, vraiment les plaques de fer qui vont commencer à se démocratiser et recouvrir entièrement au XVe siècle le corps du combattant. Alors, les plaques de fer qui protègent des coups d'épée, mais Alors, ensuite il y a les carreaux d'arbalète. L'arbalète, voilà. El Bulito nous demande de quand date l'arbalète. Les premières apparitions, alors en tout cas en Europe, hein, pour l'arbalète, c'est vraiment une arme quasi internationale, hein. L'Empire chinois l'a eu. Je crois qu'on a des traces potentiellement en Égypte antique. En Europe, c'est vraiment dans le courant du XIIIe siècle, fin XIIe, je crois. Déjà, on a une présence d'arbalète. C'est surtout à partir voilà, du XIIIe et du XIVe siècle où l'arbalète va se démocratiser et permettre de commencer à sonner le glas de la chevalerie, hein. Un carreau d'arbalète, malgré un plastron d'armure, ça fait des dégâts. Oui. Voilà. Et donc les protections, on en a un petit peu Voilà. partout, jusqu'aux mains. Alors on en a jusqu'aux mains, ce qui me permet de vous introduire un Voilà. petit objet que j'ai amené. Pour les mains, à l'époque, on utilise ces éléments, ce qu'on appelle des mitons. Voilà. Ce sont des mitons maillés. Vous avez de la cotte de maille sur le dessus, qui va permettre voilà, de protéger le dessus des mains. Dessous, il y a ce dont je parlais, une protection melotonnée pour amortir encore plus les chocs. Et donc, on va venir porter l'épée et se battre avec, tout en ayant les mains protégées. Parce que malgré la présence de garde sur les épées, on peut toujours recevoir un mauvais coup sur les mains. Et ça, je vous assure, ça ne fait pas plaisir. Et c'était beaucoup de travail. Il y avait des artisans donc, qui travaillaient là-dessus, parce que Voilà, faire une cotte de maille comme ça prend un temps fou. faire une cotte de maille comme ça prend plusieurs mois. Et en fonction de la technique de création de la maille, on a différentes techniques. Ce qu'on appelle d'abord la maille aboutée, c'est-à-dire qu'on va prendre les anneaux, on va les relier entre eux au fur et à mesure de la confection de la cotte de maille. On a ce qu'on appelle cette forme de maille, la maille rivetée, pardon, voilà, où on va utiliser un rivet pour joindre Fermé, là. les voilà, les différentes pièces, les différents anneaux. Et donc, on va les faire petit à petit. Et généralement, ça coûte très cher, hein. Voilà, c'est pour ça que je disais que le gambisson est l'armure de base pour les guerriers, voilà, les sergents de troupes n'ont que des gambissons. Et ce sont les chevaliers et les seigneurs qui, eux, ont vraiment des cottes de mailles. Parce que ça coûte cher comme équipement, il faut l'entretenir. On se le dit pas, mais quand on voit les films avec toutes ces magnifiques cottes de mailles ruisselantes, voilà, ce sont des mailles modernisées. On a utilisé ce qu'on appelle une technique voilà, de protection de l'acier, ce qu'on appelle la galvanisation, qui permet d'éviter la rouille. Sinon, à l'époque, ça rouillait, et ça rouille très vite. Donc, si vous voyez quelqu'un avec une maille brune, c'est une maille, on va dire, selon la méthode authentique. Elle n'est que protégée par de la graisse ou voilà, frottée, parce qu'elle a cette couleur initiale, et avec la rouille, ben, malgré le travail dessus, l'acier va brunir et avoir un côté un peu moins hollywoodien. Donc c'est en gros les chevaliers version Sergio Leone. Voilà, Les vrais, ils ont des mailles rouillées. Ouais. c'est ça. Ok, donc El Bulito nous dit que c'était pas très pratique pour cuisiner, hein, sans doute, même si c'est une forme de Ça, manique, ça- mais ça a une forme de manique, hein. Un de mes collègues n'a pas la protection de maille dessus, et ses gants sont rouges, ouais, donc donc ça fait très manique. ça Ouais, fait très ouais. manique, hein, D'accord, voilà. bon, très bien. On est un peu des chevaliers quand on fait de la cuisine. Alors, C'est vous avez ça. amené d'autres objets, je crois. J'ai amené deux autres objets. On a ce qu'on appelle voilà, l'escarcelle.
Escarcelle, quand vous voulez avoir un petit encas, un petit bocal Voilà. d'anchois, si vous êtes passionné. C'est voilà, si vous avez à l'époque il n'y a pas vraiment de voilà, c'est la sacoche de l'époque, hein, les poches n'étaient pas vraiment, on va dire, développées encore, si je ne me trompe pas, hein, la couturière de mon association peut-être serait en train de m'étrangler si elle m'entendait, mais voilà, la tenue vous permettait à votre ceinture d'avoir cette magnifique sacoche qui vous permettait de mettre des objets de l'époque, hein. Nous, voilà, en reconstitution, on l'utilise pour avoir nos objets modernes, hein, clés de Oui, voiture, le smartphone. portefeuille, smartphone, voilà. Euh, pour les fumeurs, vos cigarettes, ce qui fait que maintenant j'ai trois sacoches en tout à la ceinture, pour le téléphone, le portefeuille, une pour les cigarettes, et voilà, une autre cousue main par une des membres de ma compagnie, hein, avec notre insigne, hein, Ur. la hure, pardon, la hure, hein, la femelle du sanglier, qui est le symbole avec de notre compagnie, qui a la hure. Vous ne devez pas le voir au chat, mais voilà, sur mon masque, j'ai une goutte de sang et trois pièces d'or qui représentent la devise de la compagnie, du sang pour de l'or, parce que nous sommes des mercenaires. Ah bah oui. Voilà. Et enfin, nous avons le symbole du champignon. Voilà, le champignon, nous On pouvait mettre dans vénérons. l'escarcelle. Presque, on a des petits champignons sur le camp, c'est très, très joli, franchement. D'accord. Voilà. Et donc ça vous permet de découvrir un petit peu, de mieux comprendre comment les gens se battaient à C'est l'époque. ça, on essaye voilà, de beaucoup travailler pour les techniques de combat avec voilà, des manuscrits de l'époque, des gravures, pour voilà, rassembler tout le savoir par exemple, de maîtres épéistes italiens sur les différents voilà, mouvements de frappe, ou comment on tenait la garde, comment on l'appelait. Alors justement, Ludo 198406 nous demande s'il était vrai que les épées à deux mains des chevaliers étaient contendantes, donc plus écrasantes que coupantes. Voilà, le but, c'est tout à fait vrai. Les épées médiévales était peu aiguisé, parce que déjà ça peut plus facilement casser, mais surtout le but des méthodes de combat et des techniques, ce n'était pas de tuer l'adversaire. Le but était de le blesser, de briser ses os, parce que comme ça permettait d'avoir un adversaire blessé qui allait peut-être monopoliser deux autres camarades pour le sortir du camp, et aussi, au lieu de le tuer, on le laisse en vie, parce que potentiellement, pour les nobles, ça permettait de le capturer et de demander Et de derrière le une rançonner. rançon. Voilà. La rançon était intéressante à deux égards. Le premier, c'est bien sûr l'apport économique voilà, qui était à la clé. Et aussi, récemment, je me suis rendu compte que le chevalier qui était rançonné, tant que la rançon n'était pas payée, ne pouvait pas combattre. Même s'il était libéré, selon le code de la chevalerie, il ne pouvait pas combattre pendant la période où il était encore sous le coup de la rançon, ce qui permettait aussi peut-être voilà, de paralyser un élément voilà, de la force adverse par ce moyen. Oui, ça fait partie des légendes hein, Mm. selon lesquelles les guerres Les médiévales guerres, étaient très meurtrières, alors qu'elles ne l'étaient voilà, que très peu en fait. pas Hein. forcément, voilà, c'est toute l'imaginaire qu'on a un peu sur le Moyen Âge, on voit ça comme une période sombre, barbare, avec une forte mortalité. Sur la mortalité, bon, d'après des études Ouais, récentes, on a vu la semaine on... dernière qu'il y avait quand même eu des périodes un peu oui, fortes de bien sûr, mortalité hein, quand on même. a Hein. eu des périodes de forte mortalité, Mais qui n'étaient mais pas tant vraiment dues à la guerre, enfin qui pas n'étaient que. pas forcément du regard. Et sur certains chercheurs, j'ai lu il y a quelques temps déjà, considèrent qu'en fait les taux de mortalité qu'on a par rapport à la période médiévale, c'est surtout qu'il y avait de la mortalité infantile, qui venait en fait gonfler les chiffres et potentiellement fausser les choses. Parce que sur certains charniers, on a retrouvé des os de soldats qui avaient eu une certaine longévité quand même. Donc des éléments un peu voilà, atténués quoi. Ouais. Et puis bon, alors en tout cas pour les nobles, hein, parce que évidemment Oui, pour la piétaille, pour les eh piétons, ben, ce serait peut-être à voilà, relativiser un peu en fait, hmm. ça aussi, que certains piétons pouvaient quand même avoir une durée de vie, on va dire respectable pour l'époque. Hmm. Et donc les chevaliers, bon, il y en avait qui combattaient à pied, il Mm. y en avait qui combattaient à cheval comme leur nom l'indique. Alors, généralement, voilà, ils combattent à cheval, du fait de leur nom, parce que le cavalier à cheval, c'est vraiment
même pour les sergents, hein, quand on pouvait se les procurer, on faisait en sorte d'avoir de la cavalerie parce que comment dire, c'est l'organisation militaire de l'époque. Dans les croisades, hein, la force de la cavalerie franque, de la cavalerie européenne, a permis de gagner bien des combats, parce qu'il faut se dire qu'il y avait des écarts de nombre assez phénoménaux, l'un ou l'autre. Et donc, voilà, après, bien sûr, c'est en fonction déjà de la capacité de la personne à se procurer un cheval. C'est un coût assez exorbitant généralement. Et aussi, ça peut dépendre du cadre de la bataille. Dans certains cadres, le combat à pied sera plus intéressant. Bon, après, il ne faut pas faire comme à la bataille de Poitiers pendant la guerre de Cent Ans, où on a attaqué les Anglais, les Français ont attaqué les Anglais qui étaient retranchés sur une position un peu haute, une colline, mais avec leur équipement équestre. C'est-à-dire qu'ils étaient descendus de cheval, mais avaient gardé de lourdes plaques. C'est-à-dire que le temps qu'ils montent, ils étaient crevés. Et en plus, l'armée attendait depuis presque 3 heures que les dernières négociations se fassent. Donc bon, à cheval, à pied, mais il faut choisir la bonne situation. Mais ce qui est bien, c'est que l'armée française, pendant la guerre de Cent Ans, elle a su tirer leçon de ses erreurs, puisqu'à Azincourt, c'est pas loin, mais c'est à peu près la même bêtise, Ouais, hein, non, mais c'est incroyable. En fait, on a donc les 3 grandes batailles de la guerre de Cent Ans, Crécy, Poitiers et Azincourt. qui sont 3 défaites françaises, donc. 3 défaites françaises, hein, c'est totalement assumé. Et à chaque fois, on ne tire pas de leçon des différents combats. Crécy, l'armée française arrive au compte-gouttes sur les positions où s'étaient retranchées les forces anglaises. Poitiers, on y va tous ensemble à pied, mais voilà, dans de mauvaises conditions. Sachant que les Anglais étaient pas forcément chevaliers, mais plus Là, des tireurs à l'arc très voilà, efficaces. là c'était vraiment les fameux et les légendaires presque archers gallois qui étaient présents, avec un petit groupe de cavaliers, mais très réduit, et ils ont réussi à tenir la position où ils étaient retranchés, qu'ils avaient même presque fortifiée grâce au temps qu'on leur avait donné. Et en face, les Français étaient voilà, épuisés, en certes grande supériorité numérique, mais ils ont été complètement fatigués et démoralisés par une charge de cavalerie anglaise qui a contourné les défenses. Et Azincourt, ça, c'est le désastre. Alors Azincourt, c'est la cavalerie française qui charge dans un terrain boueux. Voilà. Et en face, les archers anglais retranchés derrière des piques qui s'en donnent à cœur joie. Donc une catastrophe encore. Ouais. Une catastrophe. Heureusement, on a eu nos revanches. Et finalement, ça a été gagné. Voilà, et finalement, on a gagné. D'accord. Et donc, vous vous produisez assez régulièrement dans différentes fêtes dans la région? Dans la région, on reste surtout dans le sud de France. On a fait des fêtes à Uzès. On fait chaque année la fête de la Saint-Louis à Aigues-Mortes. On est allé déjà une fois à la Couvertoirade. C'est en fonction voilà, des fêtes et des négociations avec les différentes mairies, les organisateurs. Parce que c'est une véritable vie associative. Voilà, avec ses besoins, ses tractations. Mais ça permet après de passer tout un week-end sous une tente médiévale et potentiellement d'avoir très froid et de manger de super repas que fait notre chef de troupe, un très bon cuisinier. Des repas médiévaux? Des repas qu'il essaye de faire le plus possible médiéval, hein, avec les différents produits qu'on avait à l'époque. Et après, bon, parce qu'on est quand même au 21e siècle et il faut un peu s'adapter aux personnes qui sont véganes, végétariennes. Ça, c'est pas très Donc, médiéval. c'est pas très médiéval, mais bon, on va pas les laisser manger que de la salade pendant tout un week-end. Donc on essaye voilà, de diversifier avec des pois, en restant médiéval, mais bon, qu'ils aient au moins quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, c'est un sujet. Crocounim nous demande quels sont ces produits, justement. Quels sont les produits que vous utilisez là dans la cuisine? Ça, alors, bizarrement, beaucoup de viande, donc voilà, c'est un débat qu'on a eu sur la quantité de plats en sauce qu'on peut faire, sur voilà, du porc, de la saucisse, du bœuf. Non, c'est vraiment l'occasion de manger beaucoup de viande sur 2 jours. Différents, après, légumes, euh, dans différents plats, par exemple une tourte au poireau qui était délicieusement bonne. On a des lentilles, des flageolets, des carottes.
Donc voilà, en fait, ça peut être des produits qu'on peut trouver assez banals, mais qui étaient déjà présents à l'époque médiévale. Alors bien sûr, on n'a pas le régime alimentaire du premier paysan venu, certes, mais on essaye voilà, de rester le plus possible historique. Bon, un peu de vin et de bière avec modération, et pour les personnes ne buvant pas d'alcool, malheureusement, il s'avère que derrière des cruches en terre cuite ou en bois, on retrouve un peu d'ice tea. Ah Bon, oui, ça c'est pas très médiéval c'est non pas plus du tout derrière, médiéval, hein. hein. Parce que voilà, la particularité, c'est que c'est de l'évocation qu'on fait. Ouais. Voilà. Donc on n'est pas au niveau vraiment supérieur de la reconstitution historique, où là, il faut que tout soit comme à l'époque. Ouais. Ludo à 19 84 06 nous dit peut-être un peu d'Hippocrate ou d'hydromel pour aider à faire passer tout ça. Oh oui, un peu beaucoup trop parfois. La Avec découverte, modération, on a dit, hein. voilà, avec modération, mais la découverte de l'Hippocrate et de l'hydromel fut une bonne découverte. On a vrai. Et une fois de boisson à base de lait de yak. De lait de yak. Oui, certaines fêtes médiévales, comme par exemple la fête médiévale d'Aigues-Mortes, pas d'Aigues-Mortes, pardon, d'Avignon, celle de la Rose d'Or et aussi celle de Montjoie-Saint-Denis, permettent de rencontrer des personnes venant d'autres pays. Et donc ça permet de faire de belles rencontres et de belles découvertes tout au long d'un week-end. Ah, Voilà. d'accord, très bien. Et alors, le lait de yak C'est très bon, franchement, c'est très bon. C'est assez fort malheureusement, mais euh, avec modération là. Juste ces questions de reconstitution ou d'évocation, hein, c'est des questions auxquelles on est très sensible en plus à Mm, l'Université de Nîmes. Il y a un master qui va ouvrir l'année prochaine, master d'histoire vivante, d'accord. qui va justement travailler autour de ces questions de Ça, c'est génial. reconstitution. Donc ça peut intéresser un certain nombre. On arrive au bout et El Boulito pose la question que j'allais vous poser, à savoir, est-ce que vous avez des films, des séries à conseiller qui Mm, retranscrivent l'histoire? Alors, peut-être plus précisément l'histoire dont on a mm. parlé, donc fin du Moyen Âge, les croisades. Enfin, alors, déjà pour les croisades, parmi un des films on va dire pas les moins pires, mais qui passe, qui est agréable à regarder en tout cas, c'est le film Kingdom of Heaven, qui avec Orlando Bloom, qui est bien. Déjà visuellement, hein, il faut aussi se faire plaisir visuellement, qui est très bien. En termes d'histoire, bien sûr, on peut chipoter, hein. Quand j'écrivais mon mémoire de Master 2, je me suis un peu arraché les cheveux dessus, mais c'est pas grave. En termes de livres, le Que sais-je de Cécile Morisson sur les croisades est très complet et totalement abordable pour n'importe qui. Les livres de Bordunov, je crois aussi, Ouais, ils sont très sont accessibles, très ouais. accessibles aussi. En termes de livres sur la période des croisades, celui que je conseille à mes étudiants depuis presque maintenant 2 ans, et chaque fois que je peux leur rappeler, ils en ont marre, c'est les livres de Maurice Druon sur les rois maudits, qui est vraiment C'est un très classique, intéressant, c'est un ouais. classique à lire. Après, en termes de séries, on n'a pas vraiment de séries sur le Moyen Âge et la guerre de 100 ans à proprement dit que je pourrais conseiller. La première série qui a été sortie, je ne sais plus dans quelles années, sur les rois maudits est vraiment bonne. Celle de 2001, je crois, Ouais, n'est il y en a pas une ouais, il y a eu une un nouvelle version reboot, récente, mais ouais. bon, il paraît qu'il est pas. Je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il n'est pas ouf. Ouais. Sur d'autres périodes, sur la période un peu des Vikings et de l'intervention en Angleterre des Vikings, il y a la série The Last Kingdom, qui est vraiment bien et qui Ouais. est très intéressante. Celle sur Viking est un peu trop romancée à mon goût, je trouve, mais bon. Il y a Excalibur de Boorman, qui date un petit peu des années Qui 80, date, mais qui oui, qui est bien, sur le qui est cycle beau, du voilà, Graal, sur là, le pour le cycle coup. du Graal, sur la légende arthurienne. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est à conseiller, c'est à voir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Après, dans des livres sur les croisades un peu plus spécialisés, on a les livres de Joshua Prower, dont je ferai la promo avec plaisir, vu à quel point je les ai utilisés. Euh, bon, les pavés j'ai un trou de mémoire tout à coup. Les 3 tomes sur l'histoire des croisades
des années 1930. Ça reviendra, mais éventuellement Oui, voilà. je mettrai Oui, à des voir. références sur la page Facebook de l'émission, donc on pourra Grousset. retrouver tout ça. Ouais. Il y a René Grousset, mais Voilà, René oui. Grousset. Voilà. Mm. Là, c'est beaucoup plus détaillé et avec le jargon des années 1930, mais c'est tout autant intéressant et voilà, il y a le détail là. Mm. Une question d'Iniest. Alors là, on n'est plus dans les séries et les livres, mais on est dans les jeux vidéo. Que pensez-vous d'Assassin's Creed? Le premier volet se passe pendant la troisième croisade, hein, si je ne se trompe pas. Bien, je dois avouer que je n'y ai jamais joué. Ah, Voilà, ah là là. malheureusement, je ne suis pas très jeu à la première personne. Je fais surtout des jeux de stratégie un peu plus globaux. Et en matière de Euh, jeu stratégie, en histoire? alors là, je peux en conseiller deux, trois déjà. Bon, il y a le classique d'Age of Empires 2, Mhm. vraiment à faire, qui est génial. Le jeu, On la va série, retrouver d'ailleurs les Francs, les alors, les Francs, Byzantins. les Byzantins, les Gauls, les Sarrasins, les Turcs, voilà, on retrouve tout un panel de civilisations et avec un gameplay génial. Pour une version un peu plus globale, il y a le jeu Medieval 2 Total War, dont je suis absolument fan. Ça vous permet vraiment de gérer un royaume et des batailles à la fois au niveau macro et microéconomique et sur les batailles et gérer votre armée. Et pour une version un peu plus féodale, il y a un petit studio turc indépendant qui a développé le jeu Mountain Blade, euh, que je conseille, surtout la version Warband. J'ai pas encore joué au numéro 2, mais le 1 vous permet vraiment comment dire, d'avoir une totale immersion dans le système de la féodalité avec les liens vassaliques, la gestion de châteaux, de villages, les pillages, voilà. C'est tout à fait intéressant. C'est vraiment la triptyque. El Vulito nous parle de Warhammer. Alors, étant un vieux joueur de Warhammer, les versions numériques, bof, pas trop. Je recommande les jeux de plateau, les différents jeux de plateau qui ont pu être faits au niveau de l'univers de Warhammer et du Seigneur des Anneaux aussi. Mais après, en termes de jeux vidéo, j'avoue que j'ai pas été emballé et convaincu par les jeux. Voilà. Très bien. Crusader King aussi, nous dit Diamond Frost. Alors Crusader King, c'est vraiment sur la gestion pure d'État. J'avoue aimer avoir les batailles et un peu voilà les combats en temps réel. Donc c'est complet pour des personnes qui aiment voilà le développement purement La la gestion. gestion. Voilà. C'est un jeu de gestion médiévale pur. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on arrive au Bah, bout. Donc, Théo, je vous remercie vraiment beaucoup pour merci à vous, ce monsieur. moment passé avec nous. Je remercie les streamers pour toutes les questions, en espérant que vous ayez pu découvrir un certain nombre de choses, vous rappeler un certain nombre de points. Donc on va se quitter là pour ce soir. La semaine prochaine, mardi prochain, on se retrouve pour une émission où on revient sur le format de la semaine dernière, c'est-à-dire que je serai tout seul. Et on parlera d'un sujet qui est d'actualité, hein, puisque en fait, vous le savez sans doute, les 150 ans de la commune. Et donc on parlera de la Commune de Paris, qui s'est déroulée entre le mois de mars et le mois de mai 1871. On va revoir un petit peu ce thème qui est assez largement oublié aujourd'hui, pourtant un thème très important et fondateur de l'histoire de la République française. Merci à tous, merci Théo encore Merci une à vous, fois, monsieur. merci à Tom pour la modération, et donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne soirée.